Salut Patrick. Bonjour Floriane, bienvenue. Merci. Je m'appelle Patrick Vivray, j'ai un parcours assez varié parce que j'ai été prof de philo, j'ai été journaliste, j'ai été conseiller à la Cour des comptes, enfin j'ai fait des tas d'emplois différents, mais j'ai un fil rouge que je définis comme un métier au sens étymologique du mot métier, qui veut dire ministère mystérieux, hein, c'est la contraction de ministère et de mystère, et qui est souvent que je définis comme un métier de passeur-cueilleur, parce que ce qui m'a intéressé dans toutes les fonctions différentes que j'ai occupées, c'était d'établir des passerelles entre des univers qui souvent étaient cloisonnés. Quand j'étais rédacteur en chef de la revue transversale Sciences Culture, c'était entre les sciences du vivant et puis les sciences politiques et culturelles. Quand j'étais dans des missions interministérielles sur l'évaluation des politiques publiques avec Michel Rocard ou sur une autre approche de la richesse avec le secrétariat d'État à l'économie solidaire, c'était le lien entre les institutions et la société civile. Quand je développe des outils comme la comptabilité bénéfique, c'est l'approche entre l'univers de l'entreprise et puis l'univers de la transformation écologique. Quand je suis président du mouvement Sol sur des monnaies citoyennes, c'est plus l'interface entre les enjeux macroéconomiques de la monnaie et puis les enjeux locaux. Donc voilà, c'est un peu ça le fil rouge qui me guide et que je caractérise de façon ludique de passeur-cueilleur, parce que comme en plus j'aime pas la chasse et que je trouve qu'on est dans une mutation comparable à celle du paléolithique au néolithique, donc je préfère les passeurs-cueilleurs aux chasseurs-cueilleurs. Ouais, à la fois mai 68, j'étais en plein dedans, puisque j'étais à Nanterre et même à la cité universitaire quand tout a démarré la nuit du 22 mars, mais à un niveau plus profond que cet aspect personnel et conjoncturel. Euh, pour moi, les questions de 68 ne sont pas derrière nous, mais devant nous. Si je prends deux grands thèmes qui étaient au cœur de 68, la critique du métro boulot dodo, la critique de la société de consommation, ce sont deux éléments déterminants pour notre avenir. On comprend avec les enjeux écologiques et la critique des formes de croissance et du productivisme que la critique de la société de consommation est bien à l'ordre du jour, et à l'aune de tous les débats sur la mutation du travail et de l'emploi, on comprend aussi que, comme le disait la grande philosophe Hannah Arendt, il nous faut passer de la civilisation du travail à la civilisation de l'œuvre, et ça c'est bien de nouveau l'alternative au métro boulot dodo. Donc je crois que ces questions-là sont des questions du présent et de l'avenir, et pas simplement des questions nostalgiques. Oui, dans ce qui me motive aujourd'hui, c'est au croisement de ce qu'on avait appelé lors d'un des forums sociaux mondiaux, celui de Porto Alegre, l'axe TPTS. TPTS, ça voulait dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérés comme complémentaires. Et c'est exprimé par ce qu'on appelle dans les dialogues en humanité le projet de pleine humanité. Alors, la pleine humanité, si on le prend sur le plan collectif et sociétal, c'est à la fois le droit de tout être humain à vivre pleinement son humanité, donc c'est l'alternative à la sous-humanité de la faim, de l'accès, du manque d'eau potable, des soins de base, la grande question des besoins vitaux, mais c'est aussi l'alternative à ce qu'on peut appeler la post-humanité, hein, ce que des courants comme le transhumanisme nous proposent, avec des hommes dits augmentés, mais qui seraient en quelque sorte des surhommes et qui auraient à leur service des nuées non seulement de robots, mais aussi d'autres êtres humains. Donc ça, c'est la dimension
collective, sociétale et même planétaire de la pleine humanité, celle qui justifie aussi le combat pour une citoyenneté planétaire. Et puis la dimension plus personnelle, c'est justement de vivre pleinement son humanité. Et vivre pleinement son humanité, ça ne veut pas dire une vie sans difficulté ni sans épreuve, parce que ça fait partie de la condition humaine, mais c'est de vivre en pleine intensité. Moi, c'est ce que j'appelle aussi vivre à la bonne heure. La bonne heure, c'est une capacité d'intensité et de présence. Et à ce moment-là, on est autant à la mauvaise heure si on s'interdit, par exemple, le chagrin parce qu'on a perdu un être cher, que si on s'interdit la joie ou le plaisir. Donc ce projet de pleine humanité, moi personnellement, c'est ce qui me motive le plus, tant dans ma vie personnelle et dans mes rapports avec mes proches que dans les grandes aventures collectives et citoyennes auxquelles je participe. Alors, au cours des voyages, des rencontres que j'ai faits, oui, j'ai eu souvent recours à des systèmes alternatifs, que ce soit des systèmes à basse-temps comme les accorderies, que ce soit les réseaux d'échange réciproques de savoir, que ce soit l'utilisation de monnaie citoyenne, que ce soit des systèmes de troc. Mais je dirais que pour moi, le système de loin le plus alternatif, c'est celui de l'amitié. C'est ce que dans les dialogues en humanité, en reprenant l'expression de Jacques Derrida, on appelle la politique de l'amitié. Parce que à partir du moment où on est dans une situation de qualité relationnelle telle que chacun donne à son tour sans se poser la question de ce qu'il va recevoir, c'est de loin le système le plus fluide et le plus efficace. Donc partout où on a été capable de construire cette qualité de rapport relationnel, on a la chance avec les dialogues en humanité qu'il y a vraiment maintenant un réseau d'amis dans le monde entier. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Amérique latine, il y en a en Amérique du Nord, il y en a bien sûr en Europe. Cette qualité d'amitié, elle est pour moi la forme la plus alternative, mais ça ne m'empêche pas d'être investi et impliqué dans tous les mouvements d'innovation sociale qui cherchent à promouvoir par rapport au dysfonctionnement des monnaies officielles, des monnaies ou des systèmes d'échange qui sont plus près de valeurs écologiques, sociales et démocratiques. Alors ce que je pense du rapport à l'argent, c'est que l'argent est d'abord un indicateur du degré de qualité ou de moindre qualité de confiance et de relation entre les êtres humains. D'ailleurs, justement, quand on arrive au degré de qualité et de confiance relationnelle les plus élevés, et c'est le cas par exemple dans l'amitié, et l'amour est une des formes possibles bien sûr, mais disons que le cas le plus général c'est celui de l'amitié, on est dans une situation où il n'y a même plus besoin d'échange, puisque chacun donne à son tour sans se poser la question de ce qu'il va recevoir. Mais dans la plupart des cas, malheureusement, les êtres humains n'ont pas ce degré de confiance et de qualité relationnelle et ils ont besoin d'inventer des systèmes pour échanger qui vont compenser cette moindre qualité de confiance. Et quand la qualité est vraiment très, très basse, ils ont inventé des systèmes tels que l'or et l'argent, où d'une certaine façon, ça n'est plus le lien humain qui compte, c'est le bien. Et le fait d'utiliser des minéraux précieux qui ont une valeur en tant que telle signale en quelque sorte cette dégradation. C'est-à-dire, on a tellement peu confiance en autrui qu'on passe par de l'or ou de l'argent. Alors, l'or et l'argent, ils ont aujourd'hui disparu
à titre de vecteur monétaire officiel. Mais quand on a les monnaies officielles, on voit bien que pour l'essentiel, ce sont des systèmes organisés autour de la défiance plus que de la confiance. Et le terme de monnaie fiduciaire, qui d'ailleurs veut dire à l'origine monnaie de confiance, il est adapté par exemple pour les monnaies citoyennes, pour les systèmes d'échange comme le troc, pour les systèmes à bastan, parce que là on reste pour l'essentiel dans un rapport de confiance, mais il n'est pas adapté pour des systèmes tels que l'or et l'argent, qui sont au contraire ce qu'on peut appeler des monnaies de défiance. Alors, est-ce que les monnaies complémentaires, les systèmes de troc et plus largement tous les systèmes d'échange qui accordent une grande importance à la fois à la relation écologique et à la relation sociale ont une influence bénéfique sur l'environnement? Oui, mille fois oui, puisque justement, ils ont été inventés pour offrir une alternative à des systèmes comme les monnaies officielles qui ont un impact destructeur tant sur le tissu social que sur le tissu écologique. Pour une raison majeure, c'est que dans le système monétaire principal, celui de l'euro, celui du dollar, celui du yen, il y a une part immense de des mesures spéculatives. Les paradis fiscaux, c'est aujourd'hui 30 000 milliards de dollars annuels. L'ancien commissaire européen, qui était pourtant de tradition conservatrice, Michel Barnier, évaluait à 1000 milliards d'euros l'évasion fiscale en Europe. En France, c'est 60 à 80 milliards par an. Et donc ça, c'est un dysfonctionnement majeur qui fait que la monnaie officielle ne joue plus véritablement son rôle, qui est d'être au service de l'échange, y compris de l'échange au loin à travers l'épargne et l'investissement, puisque quand il y a une telle part d'économie spéculative, plus de 95% des flux financiers quotidiens, hein, pour reprendre des chiffres donnés par Bernard Liétard, un des anciens responsables de la Banque centrale de Belgique, eh ben, évidemment, les acteurs vont préférer faire un placement financier plutôt qu'un placement dans une activité utile socialement, économiquement et a fortiori écologiquement. Et donc le fait d'avoir des monnaies ou des systèmes d'échange qui sont non spéculatifs, c'est-à-dire où on ne peut pas gagner en thésaurisant, en spéculant, et que ces systèmes permettent de donner une valeur ajoutée à des enjeux écologiques, parce qu'on va favoriser par exemple des circuits d'agriculture biologique, à des enjeux sociaux. On va permettre, comme par exemple c'est le cas avec le sol violette, à des chômeurs d'accéder à des biens écologiques en allant dans des biocopes, alors que sinon ils n'auraient pas les moyens de se le payer. On va renforcer la densité des territoires à la fois sur le plan écologique et social, mais aussi sur le plan démocratique. Donc oui, tous ces systèmes produisent des effets bénéfiques. Et ils ont en plus un grand avantage, c'est de permettre ce que, au sein du mouvement Sol, on appelle une réappropriation citoyenne de la monnaie. Parce que les personnes qui vont utiliser ces monnaies, le chevaux au Pays Basque, la gonette à Lyon, la noisette de Maïtroc, tous ces éléments-là, ils vont oser poser des questions. Ils vont dire, mais cette monnaie, qui la garantit, d'où vient-elle, comment circule-t-elle? Et on va pouvoir leur répondre, mais ces questions sont légitimes et nous allons co-construire ensemble. La réponse, elle dépend aussi de vous. Mais en même temps qu'on va construire cette réponse sur la noisette, le sol violette ou la gonette, on va aussi pouvoir dire, mais ces questions, nous pouvons aussi les poser à propos de l'euro, à propos du dollar, à propos du fonctionnement de la Banque centrale européenne, et ça va permettre cette éducation populaire, cette réappropriation citoyenne de la monnaie qui va aussi faciliter les processus à la fois de résistance créatrice contre les effets d'insoutenabilité écologique ou sociaux du système monétaire dominant, mais préparer aussi des alternatives, pas simplement à l'échelle locale, mais aussi
à des échelles nationales, continentales et même mondiales. Bernard Liétard, que je citais tout à l'heure, il s'est aussi beaucoup intéressé aux monnaies locales, mais il a par exemple proposé un projet de monnaie mondiale, la Terra, qui est fondée sur l'hypothèse probable que le dollar n'aura plus les moyens d'être à la fois monnaie des États-Unis et monnaie mondiale. La dette américaine est trop importante à cet égard. Donc la question d'une monnaie mondiale, qui était déjà la question de la conférence de Bretton Woods, et où John Maynard Keynes et Pierre Mendès France avaient proposé une monnaie mondiale, et à l'époque les États-Unis avaient eu les moyens de la refuser et d'imposer le règne du dollar. Si le dollar n'a plus les moyens de s'y imposer, le débat sur une monnaie mondiale rebondira. Et Bernard Liétard dit à ce moment-là, tant qu'à faire d'avoir un projet de monnaie mondiale, au moins que ce soit une monnaie au service d'un développement soutenable. Et il reprend dans son projet les éléments essentiels qu'on trouve dans les monnaies locales. Par exemple, ce qu'on appelle le démurrage, c'est-à-dire le fait que cette monnaie introduit un dispositif anti-spéculatif. On n'a pas intérêt à la thésauriser ou à spéculer dessus, puisque ce qui compte, c'est ce à quoi va servir cette monnaie comme moyen et non pas la monnaie comme fin. Donc ça prouve bien que des approches qui s'enracinent dans des territoires au départ local peuvent parfaitement déboucher à d'autres niveaux territoriaux, y compris planétaires, et par exemple lors du Forum social mondial de Tunis, puis celui de Montréal, on a eu régulièrement des contacts avec d'autres porteurs de monnaie citoyenne dans le monde pour envisager au moins des conversions entre monnaies, et qui fait qu'à ce moment-là, non seulement, comme on peut le faire en France, on peut échanger ses euskos en partant de Bayonne et contre des stucs à Strasbourg ou des boussoles à Boulogne-sur-Mer, pour prendre trois exemples, mais on peut aussi à ce moment-là commencer à l'envisager au niveau européen et au niveau mondial. Alors pour moi, une société idéale, c'est une société de pleine humanité, hein, c'est-à-dire c'est une société où l'ensemble des êtres humains a la possibilité de vivre pleinement son humanité, mais vivre pleinement son humanité, ça veut dire aussi qu'on assume la part de difficulté de la condition humaine. Ça ne va pas de soi d'être un être humain. C'est Alexandre Jolien qui a écrit un beau livre intitulé Le métier d'homme, et le métier d'homme évidemment au sens d'être humain, et vivre en sachant qu'on va mourir, ça ne va pas de soi. Vivre en étant incarné, c'est-à-dire en croisant des aspirations qui en nous viennent aussi bien du règne animal que d'aspiration à ce que les traditions spirituelles ont appelé le règne angélique, ça ne va pas de soi. Vivre à la fois dans un rapport de singularité, c'est-à-dire chacun d'entre nous a une vie unique, aucun être humain ne peut remplacer un autre être humain dans sa propre vie, ça c'est la question de la singularité, et en même temps nous sommes des êtres profondément reliés à la nature parce que nous avons besoin de respirer, de nous nourrir, mais aussi reliés aux autres parce que nous sommes des êtres qui avons besoin de sens et de reconnaissance. Tout ça est absolument passionnant, mais ne va pas de soi. Donc, vivre pleinement son humanité, ça n'est pas croire que c'est une vie simple, sans questions, sans difficultés relationnelles. Ça n'est pas croire, par exemple, comme le pensaient aussi bien les saint-simoniens que les marxistes, qu'on va remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Il y a une difficulté intrinsèque à la condition humaine, mais c'est aussi ce qui fait le caractère passionnant de la condition humaine. Et choisir la condition humaine est aujourd'hui d'autant plus important que justement on a des courants comme le transhumanisme qui nous proposent des perspectives de sortie de la condition humaine pour aller vers des formes de post-humanité. Eh bien, moi je dis choisir la condition humaine à la fois sur le plan personnel et sur le plan sociétal, ça c'est un projet absolument passionnant et c'est
personnellement celui auquel j'adhère. Mais ce qui ne peut pas se troquer, c'est justement ce qui va relever d'une qualité relationnelle supérieure et qui fait que à ce moment-là, on n'est pas dans le don contre don, on est dans le don inconditionnel. C'est-à-dire chacun donne sans se préoccuper de ce qu'il va recevoir. Donc quand on est à ce niveau-là de qualité relationnelle, donc c'est des niveaux supérieurs de qualité d'amour et d'amitié, à ce moment-là, on n'a pas besoin de troquer. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas troquer parce qu'ils représentent des biens communs, des biens communs vitaux tels que l'eau, l'air, sont des biens communs qu'on peut partager mais qu'on ne peut pas troquer. Donc la question de l'échange, et à l'intérieur de l'échange, le troc est une des formes de l'échange, elle commence à la fois quand il y a des biens qu'on peut échanger, et d'autre part quand on n'a pas ce niveau de qualité relationnelle tel que la question du don inconditionnel à ce moment-là ne peut pas se poser. Et sur MyTroc demain, qu'est-ce que tu pourrais troquer? Ça peut être aussi bien des biens que des services, puisque par exemple, moi j'adore la philosophie et je peux proposer des, des temps d'échange sur la philosophie comme dégustation de la vie, et puis inversement, je suis pauvre en langue étrangère et j'aimerais me perfectionner en anglais, apprendre le brésilien que j'adore parce que je trouve que c'est plus que le portugais, je le définis comme un portugais amoureux. Le brésilien, la langue se fait plus ronde et se fait plus douce. Donc voilà des exemples parmi beaucoup d'autres en termes de services de ce que je pourrais troquer. Puis en termes de biens, ben, ça peut être euh, troquer par exemple un vélo contre un autre bien. Mais à vrai dire, je ne me suis pas directement posé la question. Quand je me pose la question, je me la pose plus en termes de service qu'en termes de bien. Donc merci beaucoup Patrick pour cette interview très très intéressante. Alors moi je t'ai ramené ça pour troquer. Qu'est-ce que tu peux Mmh. m'échanger? Moi, j'adore les chocolats. Ben, écoute, moi, je te propose ce livre qui est un guide de résistance et qui s'appelle Penser par soi-même, qui est à la fois sur le terrain de la transformation personnelle et de la transformation sociale. Merci beaucoup pour ce troc. Merci beaucoup Voilà, Patrick. Je te fais la bise. merci Florian. Voilà. Et tu vois, la bise, c'est au-dessus du troc. Ouais.